Dernier numéro de votre émission pour le compte de l'année 2022. En tout cas, merci de cette confiance constante au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les grands jurys reçoivent Maître Cheikhoumar Konaré. Il est avocat. Maître, merci de cette deuxième comparution devant les grands jurys. Merci, CDP. Avec moi pour vous interroger, le jury traditionnel, Eladji Chana Takiou. Il est directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir Chana. Bonsoir Barou. Heureux de vous retrouver. Nous avons également Abdraman Keita, je voulais dire Maître Abdraman Keita tout court. Il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Papa également, c'est vraiment le fidèle des fidèles. Oui. Abdraman Keita, bonsoir. C'est Chana qui signe son grand retour après une longue absence. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Maître, la traditionnelle question, votre observation sur la composition du jury. Le jury, bonsoir à tous d'abord. Le jury me paraît très bon parce que c'est devant le même jury que j'ai comparu il y a quelques semaines et j'ai été acquitté au bénéfice de ma bonne foi et de ma constance dans les positions que j'ai toujours défendues. Takiou est un vieil ami depuis 1996. Keita, c'était mon ancien élève. Et quant à toi, tu es mon ami, donc je n'ai personne à recuser dans ce jury. Abdraman, nous avons Maître Konaré pour la deuxième fois. Bon, mais c'est vraiment un régal de l'accueillir ici, surtout que l'actualité bouillonne de sujets qui se rapportent à son domaine. Et nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, il a parlé de constance. Nous n'attendons pas plus que ça, de la constance et de la sincérité dans les réponses que vous allez apporter, puisque vraiment l'actualité est telle que les Maliens ont besoin d'être mieux édifiés. Et qui mieux que cet avocat très fréquent sur les tribunes pour nous édifier là-dessus aujourd'hui avec vraiment des arguments qui sied à la situation. D'accord. Eladji Chana. Merci, Monsieur Barou. Je pense que l'invitation de Konaré ce soir n'est pas fortuite, à raison de la situation socio-politique, juridico-politique, j'allais dire même dans cette situation de banditisme juridique. Vous annoncez les couleurs déjà. Quand on a un avocat devant nous, un intellectuel, c'est une très bonne chose, parce que, il faut le dire, la démocratie a besoin de débat. La démocratie a besoin d'éclairage. Et malheureusement, l'intelligentsia malienne est peut-être la dernière de la sous-région, je m'en excuse. Elle ne débat pas. Les avocats, les professeurs d'université, on ne les sent pas. Oui. Quand tu vas à Abidjan, quand tu vas à Dakar ou au Maroc, dans la presse, tu sens le débat sur tous les sujets. Oui. Mais ici, les intellectuels refusent de se prononcer sur les questions d'intérêt national. Maître est l'un des intellectuels qui ose dire sa vérité, quand bien même que sa vérité n'est pas forcément la vérité, et dire sa vérité. Donc vraiment, il faut le saluer, il faut l'encourager et inviter les autres intellectuels à sortir du bois. Nous avons besoin de l'éclairage de tout le monde. Le débat, c'est vraiment la nourriture de la démocratie. Ce qui est bien. Hélas, c'est pourquoi nous sommes toujours derrière, parce qu'il n'y a pas suffisamment de débat. Donc nous avons Konaré avec nous, qui a l'habitude de débattre, et je pense que ça va être un débat de haut niveau. D'accord. Avant justement d'aborder les questions judiciaires et même juridiques avec Maître Konaré, si Abdraman a une question de généralité en lien avec l'actualité. Bon, généralité, on aimerait vraiment l'entendre sur le retour de Choguel Maïga, quand il a été vraiment... Tout le conseil, les circonstances dans lesquelles il est retourné, et depuis un certain temps, ce n'est plus le même Choguel qu'on voit. Je ne suis pas en train de dire qu'il porte encore les séquelles de quelques maladies qui lui ont imposé un repos, mais en réalité, ce n'est plus le même bruyant.
la primature n'est pas aussi bruyante qu'elle l'avait été par le passé. Et quelles sont vos appréciations de toute cette situation-là, maître? Bonsoir à tous. En vérité, j'ai dès l'abord apporté mon soutien à Choguel Maïga et j'ai annoncé Urbi et Orpi que c'était l'homme de la situation. Il est venu dans le cadre de la rectification de la transition, dans le cadre d'un projet de refondation de l'État. Il a lancé, il a pris un élan. Et cet élan, bien entendu, n'aurait jamais pu être pris s'il n'était pas partagé par son supérieur hiérarchique que constitue le président de la transition. Donc, il y a eu rectification bel et bien et dans beaucoup de domaines. Maintenant, le sort a voulu qu'il soit frappé par la maladie et de manière extraordinaire, il est parvenu à se remettre debout. Et donc, je me réjouis qu'il soit retourné à son poste, car beaucoup pronostiquaient qu'il n'y reviendrait plus. Oui. Et je me réjouis qu'il rejoigne son poste dans un état physique suffisamment solide. Je prie pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé, à savoir la rectification de la transition. Maintenant, vous dites qu'il est moins bruyant qu'au début. Ce n'est plus la même dynamique. Oui, vous dites qu'il est moins bruyant qu'au début. C'est peut-être une stratégie. Parce que beaucoup pensent que ce sont ses critiques personnelles contre ses adversaires politiques qui alimentaient la polémique. Mais maintenant qu'il se fait un peu plus... un peu moins discret, vous le critiquez aussi. On ne le critique pas, on remarque un constat. Ça me rappelle un peu la fable de l'enfant, de l'âne et des autres. Non, c'est un constat. C'est un constat. On n'en a pas l'explication. Peut-être que c'est une stratégie. Voilà. Peut-être que c'est une stratégie. Peut-être que vous êtes quand même un homme très proche pour savoir de quoi il s'agit. Non. Je ne suis pas du genre à aller discuter chez lui tous les soirs. C'est-à-dire qu'on partage une longue amitié, mais je suis libre de dire ce que je veux. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas censuré par Choguel ni par personne. Allez-y. Sortons de soutien de personnes, d'individus. C'est ça. Choguel est un ami aussi et je revendique son amitié. Mais aujourd'hui, on parle du Mali. Ce Mali qui est aujourd'hui quelque part grippé. Parce que bien sûr, ça a pris de l'envol, le Mali est grippé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'un remaniement ministériel s'impose avec ou sans Choguel? Je partage ton avis. Le Mali a besoin d'un nouvel élan. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut renouveler le gouvernement sous la conduite de Choguel. Ah bon? Et vous êtes attendu pour être ministre? Non. Vous êtes intéressé? Je ne suis attendu nulle part. Est-ce que vous êtes intéressé par un portefeuille ministériel? Je suis intéressé par aider mon pays. Si on t'appelait, si on m'appelait, mais pourquoi pas? Si on ne m'appelle pas, ça ne me ferait rien parce que mon travail me suffit. Voilà. Maître, malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le gouvernement s'est autorisé à prendre une ordonnance prorogeant le mandat et du président de la Cour suprême et du procureur général. Déjà, votre commentaire liminaire par rapport à ce sujet? Merci de m'avoir posé la question. J'ai vu le processus. Dans un premier temps, le gouvernement a pris un projet de loi qui est passé par le CNT, qui a été déféré au contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a décidé que cette loi valant prorogation du mandat des juges de la Cour suprême était anticonstitutionnelle. Pourquoi anticonstitutionnelle? J'ai lu l'arrêt, mais c'est le raisonnement juridique suivi par l'arrêt qui ne m'a pas convaincu. Que dit l'arrêt? Que la loi organique
n'a pas à empiéter le domaine de la loi ordinaire. Or, à mon entendement, une loi organique a un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire. Or, en droit, il est un principe qui dit qui peut le plus, peut le moins. Par conséquent, si la loi organique décide de changer le temps de fonction d'un magistrat ou de plusieurs magistrats ou d'un corps de magistrats, pour moi, ce n'est pas anticonstitutionnel parce que cette question n'est pas réglée par la Constitution. C'était peut-être un conflit entre une loi ordinaire et une loi organique. Maître, Or, arrêtez. la loi organique est supérieure à la loi ordinaire. Maître, ne dites pas Oui. que ce n'est pas réglé par la Constitution. Sinon, pourquoi essayer de déférer devant la Cour constitutionnelle? C'est une loi organique qui est obligatoire. C'est une obligation que cette loi soit déférée devant la Cour constitutionnelle. Vous ne m'avez pas compris. Mais dire que ça ne doit pas Je suis en train de critiquer le raisonnement juridique suivi par la Cour constitutionnelle. Et dans cette Je n'ai critique, pas contesté l'obligation de soumettre au contrôle de constitutionnalité la loi qui a été votée. Maître, pour la gouverne de nos téléspectateurs, Voilà. qu'est-ce que vous êtes en train d'appeler loi organique et loi ordinaire dans les cas de... Vous savez, quand on entre dans ce débat-là, Oui. c'est un débat purement technique qui risque d'endormir la plupart de vos lecteurs. Oui. Hein? Tout de suite, j'étais en train de développer les liens entre loi organique et loi ordinaire. Mais il faut être juriste pour comprendre ça. Mais si nous devons mener le débat sur ça, nous allons endormir les lecteurs. On va pas Donc mettre... moi, ce que je voudrais dire, allez-y. quand la Cour constitutionnelle a décidé de retoquer la loi venue du CNT, j'ai dit, maître, pour ton raisonnement, Oui. vous dites que les citoyens ne comprennent pas ça. Oui. Nous, journalistes, nous avons quand même une idée de ça. Je suis d'accord. C'est à vous qui êtes en train d'expliquer de ne pas aller dans ce juridisme. Donc, Que les téléspectateurs ne comprennent pas. c'est de cela que je vais sortir. Il faut expliquer par détail. C'est de cela que je vais sortir. Oui, allez-y. Il faut en Donc, sortir. quand la Cour constitutionnelle a retoqué, rejeté la loi venue du CNT comme étant anticonstitutionnelle, eh bien, l'exécutif qui tenait coûte que coûte à ce que sa politique par rapport au juge de la Cour constitutionnelle soit appliquée, est allé prendre un projet d'ordonnance. Et c'est ce projet d'ordonnance qui fait aujourd'hui grand bruit. Ce n'est pas encore promulgué, mais si le jour où ça le sera, je peux vous dire que ça ne se passera pas devant la Cour constitutionnelle. C'est pour vous dire que l'ordonnance va être exécutoire. Maître, l'ordonnance est exécutoire automatiquement après son adoption. Je dis l'ordonnance va être exécutoire, elle ne va pas passer devant la Cour constitutionnelle. Elle n'a pas besoin de ça. Voilà. Puisque c'est une loi ordinaire. Donc dès lors, je dis, maître, allez-y. en réalité, maître, si on voit, comme vous l'avez dit, l'arrêt a servi en réalité de conseil pour le législateur de l'ordonnance. Parce qu'en réalité, l'arrêt a voulu dire qu'une loi organique ne dispose pas dans le domaine d'une loi ordinaire. Donc, puisqu'ils ont été orientés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et aussi ils ont pris une loi ordinaire. Ils ont pris un truc ordinaire se rapportant au statut. Ils ont eu au statut de la magistrature qui relève d'une loi ordinaire. C'est ça en réalité. Mais seulement, nous parlons ici de la moralité même de l'acte. Est-ce qu'en réalité, on devrait aujourd'hui disposer simplement pour 2 personnes? Si on doit tenir compte du caractère impersonnel de la loi, vous êtes juriste tel qu'on vous a présenté ici, est-ce que vous pensez qu'il sied pour une autorité de se consacrer, d'être aussi attaché, de prendre une loi pour 2 personnes? Allez-y, maître. D'abord, j'ai voulu critiquer le raisonnement suivi par la Cour constitutionnelle. Si vous m'avez compris, c'est bien. Vous vous interrogez. On nous a compris, mais on ne vous a pas entendu. On ne vous a pas entendu. La moralité. Voilà de l'acte. Et beaucoup de gens ne sont pas les seuls. Beaucoup de gens, l'opinion même s'interroge sur la moralité. Vous parlez de la moralité
d'un acte juridique. Je vous fais savoir que le droit est très différent de la morale. Mais il tend vers la morale. Il tend ça vers la c'est morale. entre toi et moi là, dans la rue. Je Le droit, c'est des effets juridiques contraignants. Autrement, on va le laisser répondre. J'arrive. Des effets juridiques contraignants, garantis par l'État. Vous demandez si la loi, l'ordonnance qui vient d'être prise n'a pas violé le caractère impersonnel Oui. de la loi. Je vous dis que la loi, c'est 2 étages. Il y a d'abord le droit objectif. Lorsqu'on dit, par exemple, personne ne passe par cette route, c'est un sens interdit, oui. Ça s'applique à tout le monde. Il y a ce qu'on appelle le droit subjectif. Lorsqu'on dit, par exemple, que le président de la République accorde le droit de grâce ou bien que Tchana Takio est nommé ministre, c'est des droits subjectifs. Donc, lorsqu'on dit, par dérogation à la règle générale, le procureur général de la Cour suprême et le président de la Cour suprême vont terminer leur mandat, même si leur âge de départ à la retraite est arrivé, c'est un droit subjectif qui entre dans la même catégorie que les autres démembrements du droit. D'accord. Quels sont ces démembrements? Voilà. J'ai parlé de droit objectif. Nous ne parlons pas de droit, on parle de loi ici. Mais le droit, ce que vous avez... Non, ce que vous avez... Toi, tu vas au domaine... Non, attends, tu vas au domaine du juge. Ce que vous avez dit ici relève de la réglementation. Le président de la République prend quelle différence faites-vous entre la réglementation et nous parlons ici de le caractère impersonnel de la réglementation. Qu'est-ce que vous appelez impersonnel? Le caractère impersonnel veut dire que... impersonnel dans la mesure où... Ça ne peut pas concerner... Quand on dit le procureur général, oui. Ce n'est pas un individu. Quand on dit le président de la Cour suprême, ce n'est pas un individu. Ceux qui occupent ce poste aujourd'hui vont quitter demain. Alors, qu'est-ce que vous pensez des arguments? La loi reste impersonnelle. On va vous retourner. Monsieur Konaré, vous avez dit que cette ordonnance ne sera pas déférée devant la Cour constitutionnelle. Oui, mais c'est un acte administratif. Est-ce qu'elle ne peut pas être déférée devant la Cour suprême? Non. Pour la bonne raison. Il a donné son avis avant. Pour la bonne raison que ça a valeur de loi. Ce n'est pas un décret. C'est les actes sa valeur réglés, de loi quand c'est ratifié. J'arrive. Quand c'est ratifié, c'est les actes réglementaires. J'ai dit, sa valeur de loi quand c'est ratifié. Je vous explique. Les actes réglementaires pris par l'exécutif ont la nature de règlement. Ces actes peuvent être annulés par la Cour suprême. OK? Mais une ordonnance, c'est une loi par délégation prise par l'exécutif et qui va être ratifiée après par le CNT. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et la Cour suprême n'a pas vocation à annuler une loi. Elle n'en a pas le pouvoir. D'accord. Voilà. Allez-y, Abdelman. Oui, mais la Cour et d'ailleurs, ce que je vais vous dire, si vous devez déférer cette loi devant la Cour suprême, ils ont déjà donné un avis. Ils ont déjà donné un avis. Celui-là dont vous pensez qu'il a bénéficié de la loi, c'est pour lui demander d'annuler cette loi. Même pas ça. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Allez-y, Abdelman. Même pas ça. La Cour constitutionnelle la Cour suprême donne d'abord son avis avant l'ordonnance. Toute ordonnance, avant d'être prise, passe d'abord par l'avis de la Cour. Mais ce que vous dites, c'est que la loi a dit, que l'ordonnance a dit que les membres... Non, l'ordonnance a carrément empiété aux autres droits qui régissent les statuts. Ils ont dit carrément que pour le procureur et pour le président de la Cour suprême, ils sont augmentés de 3 ans. Supplémentaires. Ils ont fait de 3 ans supplémentaires. C'est ce qui figure dans l'ordonnance. De 3 ans supplémentaires. Alors même que le statut général des fonctionnaires dit que... Les magistrats? Non, pas le statut général. D'abord, les fonctionnaires, puisque ça fait partie de... ça, ce n'est qu'un statut particulier. Ils sont aussi... Le statut dit que les fonctions, on met fin aux fonctions quand l'âge de fonction termine. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas à dire que c'est... Je vais t'apaiser. J'ai le droit et l'habitude de définir comme un long, une sorte de 1000 pattes. Pas par-ci, pas par-là. On va passer la nuit à parler, on ne va pas s'entendre. C'est pourquoi, quand 2 parties sont en conflit devant la même juridiction et pour le même litige, chacune vient avec son avocat. Et chaque avocat a quelque chose à dire. Dans tous les cas, moi, je vous renvoie, par exemple,
à la dernière opération de recomposition de la Cour constitutionnelle. Oui ou non, la loi est supérieure au décret. La loi étant supérieure au décret, elle a dit que les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour un mandat de 7 ans. OK? Mais quand ça a chauffé, Ibeka a pris son décret pour chasser les juges de la Cour constitutionnelle. C'est arrivé ou non? Que pensez-vous? D'accord. Non. C'est arrivé ou pas? D'accord, mais c'est arrivé, mais est-ce que vous avez entendu tous ces bruits-là? Effectivement, c'est une situation d'exception. Ah, voilà. C'est arrivé. Aujourd'hui, on ne se trouve pas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle... Je vais vous donner un autre exemple. C'est la raison pour laquelle je vais vous poser la question suivante. Allez-y, voilà. terminez. Je vais vous poser la question suivante. C'est la raison pour laquelle... Qu'est-ce que vous pensez des arguments développés par le législateur pour dire que ces individus-là doivent être augmentés de 3 ans? Ils disent que, pour perpétuer... Ne parlez pas d'eux. Bon, d'accord, c'est... c'est personnalité. Ah bon, n'est-ce pas? Parce que la loi est personnalisée. Cette vidéo, puisque tout le monde sait que c'est pour eux que c'est fait. Vous êtes le seul au Mali. Qu'est-ce que vous pensez des arguments développés? Ils disent par exemple que, ils doivent perpétuer, je ne sais pas quoi, ils doivent perpétuer, ils sont là, ils ont une certaine expérience, une jurisprudence. Est-ce que l'argument développé est un argument valable? Keita, on vous sait franc. Moi, j'ai 21 ans dans l'avocat. Et j'ai appris à mon corps et à mon âme défendant que la loi, c'est aussi une fiction juridique. La loi n'est que ce que l'autorité veut bien en faire. Exactement comme on vous dit que quand le feu est vert, vous devez passer. Oui. Mais la même loi vous dit que quand le policier vous dit de vous arrêter, vous vous arrêtez même si le feu est vert. C'est pourquoi la loi c'est comme ça. Un exemple. Et quand on est dans une situation d'exception, on n'est pas dans une république démocratique. On est sous un régime d'exception où je vous ai souvent dit que c'est la force qui prime sur le droit. Et cette fois-ci, laissez-moi terminer. Et on s'en accommode. Laissez-moi terminer. Et on s'en accommode. Moi, je ne vous ai pas dit de vous en accommoder, mais laissez-moi terminer. Oui. Est-ce que la Constitution a dit, de 92 a dit un jour, que la charte allait venir la compléter? Mais la charte est là, non? Oui. La Cour constitutionnelle qui vient de déclarer cette loi anticonstitutionnelle-là, pourquoi elle a accepté le règlement intérieur du CNT? Est-ce que le CNT est prévu dans la Constitution? D'accord. Voilà, donc là où il y a eu bricolage juridique au sommet juridique de l'État, à savoir au niveau de la Constitution et de la Charte, mais ici, là, c'est dérisoire. Monsieur, vous n'avez pas répondu à la question. Maître Konaré, je constate que vous êtes dans le bricolage juridique. Mais c'est du bricolage, on est dans le bricolage. Vous êtes dans le bricolage juridique et vous défendez le bricolage juridique. Je ne défends pas, vous ne défendez pas les principes et les valeurs qui vantent avec la démocratie. Vous êtes en train on n'est pas en démocratie. Si. Non. Non. Nous sommes en démocratie. Non, on va aussi nous sommes en démocratie. Non, tu as peut-être la liberté de parler, mais tu n'es pas en régime démocratique. Je dis, nous sommes dans un régime démocratique. Il va poser sa question, allez-y. Et nous tendons à parfaire tous les jours la situation. Vous et nous œuvrons tous les jours. Dans le prétoire, tu plaides en raison de la démocratie. C'est pour la démocratie que tu plaides, parce qu'il y a véritablement démocratie que tu plaides. Nous, journalistes, nous défendons la vérité, les faits, c'est la démocratie qui nous permet de ça. Donc, nous devons tous inscrire nos actions dans le cadre de l'État démocratique. Mais quand vous êtes dans le bricolage juridique, nous n'allons pas nous retrouver. Vous avez pris des mauvais exemples en prenant le cas de la Cour constitutionnelle avec Manassa. Mais la finalité, Manassa a gagné. Manassa a gagné, cela veut dire que... La question est-ce qu'elle est retournée à la tête de la Cour? Elle n'a pas retourné, mais moralement, moralement... Je vous dis, ne parlez pas de morale en droit. Si, j'ai dit non. Mais est-ce que le droit est amoral? C'est deux domaines différents. Mais est-ce que le droit est amoral? Écoutez, Chana, s'il vous plaît, posez la question. On ne retrouve pas Konaré qui est dans un bricolage juridique. Et je pense que c'est même un des conseillers occultes du pouvoir de la Cour suprême. Parce que tout ce qu'il avait dit précédemment,
nous l'avons suivi, c'est ce que la Cour suprême a suivi. Vous êtes en train de rendre votre verdict déjà, Chana? Non, je ne rends pas le verdict, mais je ne retrouve pas Konaré qui est dans un bricolage juridique. Ce qui rend aujourd'hui le débat très difficile parce que il est en train de nous dire que tout est possible. Il est en train de nous dire que la force prime sur tout. Alors que nous voulons défendre les principes, nous voulons défendre les valeurs, nous voulons défendre ce que veut la démocratie et non ce que veut le bricolage. Allez-y, vous n'avez pas de questions. Vraiment, ce stade, je suis obligé de revenir. Je suis obligé de vous revenir. Parce que ce que vous m'avez dit ne m'a pas convaincu comme réponse. Pourquoi ne me parlez pas de droit, le droit est ceci. Non, on veut savoir ce que Maître Konaré pense des arguments développés pour cette ordonnance. Prendre cette ordonnance. Comme quoi, ces gens-là, au regard des attributions dont ils sont investis, le président et le procureur général, le procureur et le procureur général de la Cour suprême contribuent à la stabilité et à la pérennité de la gouvernance de l'institution. À ce titre, le maintien en fonction de ces deux hauts magistrats. Ils disent bien, donc c'est les deux. Au-delà de la limite d'âge de 65 ans, s'avère une nécessité. Bon, quels sont ces arguments-là? Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments-là? C'est ça qu'on veut savoir. Voilà, allez-y. Où se situe la nécessité? Allez-y. Mon malheur, allez-y. Ne laissez pas. Allez-y. Non, mais puisque non. Ok, d'accord. On ne peut pas sauter dans le plat comme ça. Il faut qu'on aille. Je développe ma façon de voir. Ouais, mais je vous dis, on n'est pas en démocratie. Dans des pays, on vit sous un régime d'exception. Donc cet argument est antidémocratique. Allez-y. Allez-y. Parce qu'on fait comprendre que allez-y. Dirigé par des militaires. Comprenez bien cela. Hein. Et pourquoi on est en régime d'exception. Et là où vous n'avez pas pu empêcher que la Constitution soit complétée par une charte qu'elle n'a pas. Mais vous répétez la même chose là. Mais, pardon là. Mais monsieur le président, si on ne peut pas entendre la même chose, quand même. On a entendu ça déjà. Allez-y. Monsieur le président, on a déjà entendu ça. Il a la parole, s'il vous plaît. Voilà. Là où vous n'avez pas empêché ça. Allez-y. Et comment pouvez-vous empêcher des choses d'un point de vue légal? Est-ce que les arguments qui ont été avancés dans l'ordre procèdent de la volonté du pouvoir exécutif? Vous, ça vous convainc, vous? Laissez-moi parler. Voilà, allez-y. De la volonté du pouvoir exécutif. La Constitution dit que c'est le gouvernement qui détermine et qui conduit la politique de la nation. Peut-être que toi, tu aurais voulu qu'on aille dans tel sens, mais si c'est la loi investit le gouvernement du pouvoir de dire qu'on va dans tel autre sens, ce sera du tien. Si le gouvernement pense que du point de vue de la pérennité de sa politique, les juges de la Cour constitutionnelle ou plusieurs juges de la Cour constitutionnelle ne doivent pas bouger, c'est sa façon de bouger. L'essentiel est que le gouvernement prenne des dispositifs légaux pour transformer sa volonté en force de loi. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord. Donc ça veut dire que si le gouvernement pense, que la Cour suprême devrait orienter la lutte contre la corruption vers des individus désignés, c'est ce qui va prévaloir aussi. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Si. Moi, je l'ai. Il répond. J'ai dit, il a pas dit. Barou. J'ai dit, Konaré. D'accord, allez-y. J'ai dit, je pense que Konaré a vraiment montré au grand public. C'est votre ami, hein? Ah oui, c'est mon ami, bien sûr. Je le revendique. Il le demeurera. Malgré tout. Oui. J'ai dit, il est en train de nous dire la vision, l'orientation du gouvernement, parce que le gouvernement... C'est le gouvernement qui a fait son communiqué. Oui, il va répondre, il va vous poser la question. Konaré, vous dites que parce que le gouvernement a une politique, il a une orientation, il pense qu'il y a des hommes qui peuvent le faire, il faut compter avec ces gens-là pour le faire. Est-ce que vous pensez que les citoyens doivent croiser les bras, voyant le gouvernement vers une certaine injustice sociale, vers même une forfaiture, et vous pensez que les gens doivent croiser les bras et l'accepter? Qu'est-ce que vous appelez injustice? L'injustice, le fait de dire que... le bricolage juridique qui est contesté, le fait qu'on voudrait que ces juges-là conduisent
Non. Un procès sur nos... Le fait qu'on augmente 3 ans à des juges et non pas aux autres fonctionnaires. C'est Chana qui a la parole. Voilà, ça c'est une justice sociale. C'est vraiment une Moi, justice. j'aurais été d'accord. Encore. J'aurais Konaré. été d'accord si Oh, la Cour j'ai dit, constitutionnelle oui, avait dit. Oui, allez-y. Si la Cour constitutionnelle avait dit, nous déclarons cette loi anticonstitutionnelle parce qu'elle brise l'égalité. C'est ce que je viens de vous dire. Mais la Cour C'est n'a une jamais dit injustice. ça. C'est une injustice Elle sociale. est allée dans un discours tendant à dire que la loi organique n'a pas à se mêler du domaine de la loi organique. Ça, c'est quoi? J'ai dit, Je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement. J'ai dit, tu n'es pas d'accord, nous aussi on n'est pas d'accord avec cet autre raisonnement. Voilà, y a pas de C'est-à-dire, problème. la Cour, Je respecte votre... la Cour a son raisonnement, a sa logique. Elle ne veut pas dire ce que toi tu veux entendre là. Mais d'accord. Ou la direction que toi tu veux prendre là. D'accord. Même plus sur la cour là. Toi tu défends une direction. Je défends quoi? Tu es dans un autre regard. Oui, moi Le j'ai regard- un autre regard. Tu es même un conseil spécial de ce regard. Ça, c'est ce que tu Moi, je penses. pense que vraiment, on Oui, va pas... vous aussi, vous avez un autre regard. Hein? Ouais, non, parce que... Allez-y. Je pense que, Oui. M. Barou, Oui. Allez-y. on va posez la sortir de ce question. embroglio. Oui, posez la question. Hein, s'il vous plaît, embroglio. pour qu'on sorte de Nous ça. allons aller avec vraiment les militaires. Oui. Les militaires ivoiriens détenus au Mali. Vraiment, on ne va pas se retrouver, on va crier. Hein? Donc, pour que la sérénité puisse revenir. D'accord, on va aller bien. justement Ouais, avec pas- cette question des militaires mettre ok. aujourd'hui. Le procès contre ces 46 militaires ivoiriens démarré. Pensez après cette des émissaires du président ivoirien ici à Bamako. Sidibé, Les choses quand même Sidibé, sont merci, allées- merci de la question. Oui. J'ai été le premier à dire qu'il ne fallait pas garder ces militaires ivoiriens. L'un des Ça au premiers. moins, l'un des premiers, L'un des vous me le reconnaissez. Ah, ça, ouais. On vous l'a dit, là. Chana ne m'a pas traité de conseiller occulte à ce moment-là. Alors, ce qui se passe, c'est que l'autorité exécutive, capable de beaucoup de choses dans nos pays, surtout dans un état d'exception. Vous savez, en temps normal, juger 46 militaires pour une affaire criminelle prendrait, l'instruction prendrait au moins 2 ou 3 ans. Vous avez vu les autres procès criminels là, l'instruction a pris 5 ans, 7 ans. Comme le procès de Bassam, Voilà. qui se tient en ce moment. Donc, vous avez vu qu'il a suffi d'un protocole d'accord signé entre le gouvernement malien et celui de la Côte d'Ivoire pour que une cour d'assises spéciale soit convoquée rien que pour ces militaires. Donc, on a mis la procédure dans un TGV, un train à grande vitesse. Vous comprenez? Oui. Bon, donc ça, c'est l'effet du pouvoir de l'État. Moi, ce qui m'importe, c'est que les formes légales soient respectées. Et il y aura une cour d'assises. Il y aura un arrêt de la cour d'assises. Soit pour acquitter ces militaires, soit pour les condamner avec sursis, Ou pas. soit pour les condamner à une peine couvrant le temps de leur détention, soit pour les condamner à une peine plus grave que le temps, plus long que le temps de leur détention, auquel cas le président de la transition va les gracier et ils vont être rapatriés en Côte d'Ivoire. Voilà les hypothèses qui se présentent. D'accord, allez-y, vraiment. Oui, mais monsieur, est-ce que vous pensez toutes ces hypothèses-là, mais toutes ces hypothèses sont possibles, hein, Oui. même si certaines me paraissent un peu comme la grâce présidentielle qui, pour moi, ne relève pas d'un président de la transition ou d'un chef de l'État. Ça s'appelle grâce présidentielle. Et il s'agit d'un président élu. Et non Qui pas, vous a dit ça? et non pas d'un chef d'État. Selon la Constitution. Il s'agit d'un... Parce que pour vous, La Constitution c'est consommé. est complétée C'est par la consommé. charte. Non, la charte ne dit pas que le président a un droit de grâce. Oui, mais elle est alors, complétée. Ouais, il remplit les fonctions et les prérogatives d'un président. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça Allez-y, dans la allez-y. Ok, Ça alors, n'a pas on été va dit dans la refaire ce débat Constitution. ici, allez-y. Ouais. Donc, voyez-vous, est-ce que ce que vous avez dit Oui. comme peine envisageable, est-ce que certaines de ces peines-là sont vraiment en conformité avec la gravité de ce qu'on leur reproche? L'accusation. Vous prenez par exemple un sursis condamné avec sursis, alors qu'on les accuse d'atteinte à la sûreté de l'État.
d'atteinte à la stabilité du gouvernement. Et le code que vous connaissez bien, et pour chaque truc, il y a des condamnations et des peines correspondantes. Pensez-vous que ça passe ça là? La cour d'assises est souveraine. Il y aura deux questions qui vont être posées. Plus souveraine que la loi. Mais c'est elle peut ne pas. Mais vous n'avez pas compris. La loi là, c'est un lombriquet. C'est-à-dire, c'est ce que l'autorité en fait. La loi en elle-même n'est rien. C'est la décision de l'autorité qui compte. Parce que l'autorité fait dire à la loi ce qu'elle veut. Je vous explique. Répondez à cette question. La cour d'assises va examiner le dossier. Normalement, les peines qui sont prévues pour les atteintes à la sûreté extérieure ou intérieure de l'État, c'est des peines de mort. Ah oui, c'est pourquoi je vois le sursis. Donc, il va être posé la question suivante. Parce que la loi dispense la cour de motiver ses décisions. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Quand tu vas devant un autre tribunal qui te condamne à payer un montant ou autre, le juge est obligé de motiver sa décision. Voilà les pièces, voilà ceci, il y a cela. Et c'est en vertu de ça que moi j'ai pris ma décision. Mais la loi dit que la cour d'assises n'a rien à motiver. La seule question qui va être posée, la question qui va être posée, oui ou non, telle personne est coupable de telle infraction. Première question. Et réponse, oui, à la majorité des juges. Ok? C'est 7 juges, dont 4 qui ne sont pas des magistrats. Ce sont déjà des assesseurs. Deuxième question. L'intéressé bénéficie-t-il de circonstances atténuantes? Et réponse, oui, à la majorité. Et les circonstances atténuantes, la Cour est souveraine pour dire oui ou non. Elle n'a pas à dire pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Une fois que les circonstances atténuantes sont reconnues réelles par la cour d'assises, elle peut distribuer des peines délictuelles qui peuvent aller à, comment on appelle ça, 1 an et 2 ans, des choses comme ça. Qui pourrait faire jurisprudence. Mais c'est arrivé 100 fois ici. Qui pourrait faire jurisprudence. Non, la cour d'assises a rendu des peines délictuelles 100 fois ici. C'est vraiment courant. Voilà. Maître, je n'ose pas dire que vous me décevez, hein. Non, je ne vous déçois pas. Parce que vraiment, c'est à lui d'apprécier ça. Je ne comprends pas le rôle que vous donnez à la loi quand vous dites que c'est l'autorité qui en donne un contenu. L'autorité en fait ce qu'il veut. Même en France, c'est comme ça. Je suis dépassé. Même en France, c'est comme ça. J'ai dit la loi, non. Si la loi n'était pas ça, écoutez. Écoute-moi d'abord. Donald Trump a appelé devant vous les gens à envoyer le Capitole. Écoute-moi. Les autres ont été condamnés, Donald Trump. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, écoute-moi. Ce n'est pas la loi, mais c'est la personnalité. La personnalité. Les gens chargés d'appliquer la loi. Même si le pouvoir veut donner un contenu, si la loi ne le dit pas, toi, en tant que personnalité forte, tu vas dire mais non. C'est la loi qui le dit. Non. Bon, cela vraiment, je ne te comprends pas. Il y a une grande désolation. La loi... Maintenant. Tout ce que tu es en train de raconter, de dire par-ci, par-là, pas, tout ça là. Est-ce que tu vas mettre? J'explique. J'ai dit, tout ce que tu es en train d'expliquer, je te le conseille, des explications vraiment qui me désorientent. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que notre justice est une justice instrumentalisée? Non, je ne l'ai pas dit. Si! Non. Si! Je ne l'ai pas dit. Si! J'ai dit... Ayez le courage de le dire seulement. Non. Vos explications concourent à montrer à l'opinion publique que notre justice est une justice instrumentalisée. Sidibé, oui. Si une loi dit que quand tu commets tel crime, c'est la peine de mort. C'est la même loi qui autorise le juge à dire que c'est vrai, c'est la peine de mort normalement, mais moi je te donne 18 mois de prison. C'est la loi qui l'autorise à faire. Vu certaines circonstances. Non, la corruption, alors. Non. La corruption c'est le pouvoir légal du juge de prononcer la petite peine ou la peine de mort. D'accord. Donc, dès lors que la loi autorise le juge à le faire, le juge fait ce qu'il veut. C'est ce que je veux dire. Mettre le fond de la question. C'est un peu comme le commerçant qui amène sa marchandise à la douane. La douane peut lui appliquer un taux de
2% jusqu'à 100%. Vous comprenez? Donc, si le douanier prend 4%, c'est son droit. Oui. C'est la loi qui lui donne ce le pouvoir. fond de toutes ces questions, c'est de savoir est-ce que la justice malienne la crédibilité de la justice malienne va sortir indemne. Cette procédure. J'étais de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas judiciariser cette affaire. Parce qu'on a qualifié ces soldats-là de mercenaires. On aurait très bien pu les garder au camp 1 sans les mettre sous la main d'un juge. Mais puisqu'on l'a fait, ils ne peuvent pas être libérés légalement sans passer par une procédure légale. Oui. L'une des procédures légales aurait pu être de prendre une loi au CNT pour les gracier et pour amnistier l'infraction. Ok? Une autre procédure a été préférée par les autorités, à savoir les juger. Et donc, c'est ce jugement qu'on est en train de faire. Bien sûr, il y a des manquements à la procédure. Oui. Mais ces manquements ne valent que lorsque les soldats ivoiriens vont s'en prévaloir. Mais s'ils ne s'en prévalent pas, et qui peut s'en prévaloir à leur place? Non, un exemple. Maître, le fait que le verdict est visiblement d'avance déjà. Non, personne ne connaît le verdict à l'avance. C'est vous qui le dites. C'est-à-dire qu'un exemple. Le code de procédure pénale dit, par exemple, que lorsqu'on doit convoquer une session de la cour d'assises, tout le dossier doit être notifié aux accusés 1 mois avant la date de l'audience. Oui. Mais ici, ça n'a pas été le cas, puisque l'arrêt de la chambre d'accusation date d'il y a 5 jours et le procès a commencé 5 jours après. Okay. Bon, donc, mais pour que ces arguments-là puissent marcher, il faut que les accusés eux-mêmes les soulèvent. Mais eux, ils ne vont pas soulever parce qu'ils savent qu'il y a un accord politique derrière tout ça. Ok, allez-y, Abdraman. Ouais, c'est ça. Allez-y. Cette histoire-là, moi, je voudrais un peu revenir sur la casquette qu'il portait naguère encore, de membre de la commission de rédaction de l'avant-projet de constitution qui a soulevé beaucoup de vagues. Aujourd'hui, on a atteint le stade de finalisation. Et la finalisation, contrairement à ce qu'on attendait, ne va pas passer par le CNT, l'organe législatif, mais par une autre commission de finalisation. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et qu'est-ce que vous pensez de la vague de contestation et même de rejet qui a accueilli dans l'opinion l'avant-projet? L'avant-projet a été fait par une commission désignée par le président de la transition. Quand la commission a rendu ses conclusions, son projet, son avant-projet, son document, et des gens ont émis des critiques et des suggestions que certainement le pouvoir a tenu à prendre en compte en confiant la finalisation de l'avant-projet, c'est-à-dire sa transformation en projet, à une nouvelle commission dont je ne connais pas les membres. Ils vont certainement se pencher sur ces avis et autres pour voir ce qui peut être intégré. Maintenant, je vous signale qu'aucune constitution du Mali n'a été adoptée par une voie élective. En 1960, Modibo Keïta et autres sont venus, ils n'étaient pas présidents, ils ont pris leur constitution. En 1974, c'est le régime militaire qui a pris sa constitution. En 1991, c'est encore un régime militaire qui a pris sa constitution. On l'a voté ici au référendum. Oui, mais même ça, là, ça va être voté. 91, ce n'était pas un régime militaire. J'ai entendu des gens dire que l'avant-projet n'aurait pas dû venir. 91 a été à la tête de l'État, mais ce n'était pas un régime militaire. Non, c'était un régime, pas un régime militaire en tout cas. Un régime de transition populaire où il y avait tout le monde, toutes les tendances du changement. Un régime dirigé par quelqu'un qui a renversé le régime en place. Comment il faut l'appeler? D'accord. C'est un régime militaire. Oui. Voilà. Même si ATT nous plaît à tous, il était militaire. Il a renversé Moussa Traoré et il a dirigé la transition. Bon, donc, les critiques sont normales.
D'accord. Moi, la principale critique que j'ai retenue contre l'avant-projet a trait à l'introduction de des langues nationales. Il y a des voix qui sont élevées pour demander même qu'on renonce, même au référendum, qu'on renonce même à toute la procédure. Mais elles ne sont pas moins nombreuses, ces voix-là. Que j'ai entendu. Elles ne sont pas moins nombreuses. La commission de finalisation va voir, au regard des critères objectifs, s'il faut introduire le Bambara ou pas. Oui, monsieur Konaré, Abdraman a décliné tout à l'heure un processus en laissant entendre que le projet de loi ne passerait pas devant le CNT. Donc, une fois que la commission aura terminé son travail de finalisation pour en faire un projet, on va directement au référendum. Mais qui vous a dit ça? Ça circule. Oui, mais ça circule. Mais qui est-ce que l'autorité politique vous a dit qu'on va se passer du CNT ou pas? À partir du moment où il y aura un projet direct, non. Le CNT a pour rôle de voter un projet. C'est que tu imagines? Non, si. Non. Le CNT a pour... Ma question, je viens. Imagine que ça ne passera pas. Allez-y, s'il vous plaît. Pour à quelle fin? Est-ce que tu peux me dire on qui va a dit laisser que ça Chana va poser passer? Laisse-moi terminer la question. À quelle fin? S'il vous plaît. Abdraman, s'il te plaît. Abdraman, s'il te plaît. Vous n'avez pas la parole. J'ai dit, est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Est-ce qu'en droit, votre manière de voir le droit, est-ce que tu vois comme on est habitué ces derniers temps au bricolage, est-ce que cela pourrait nous dispenser du parcours du CNT pour aller directement au référendum? Est-ce que c'est Il y a eu un avant-projet. Il y a eu une commission qui va travailler pendant 15 jours pour finaliser cet avant-projet. Pour faire un projet, vous avez dit. Voilà. Le président de la transition a le choix d'envoyer directement le texte au niveau gouvernemental pour en faire un projet de loi constitutionnel et de le soumettre directement à référendum. Sans le CNT. S'il veut. C'est une hypothèse. Mais s'il ne veut pas, il peut encore soumettre au vote du CNT. D'accord. Donc c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Qui est dans les couloirs. Et vous ne voulez pas qu'on le dise parce que non, simplement... je n'ai pas dit... Non, vous étiez en train d'affirmer alors que vous n'en avez pas la certitude. Non, c'est des hypothèses. Non, on n'a pas affirmé. C'est une hypothèse. Voilà, si c'est une hypothèse... Ma dernière question, il n'y a pas d'hypothèse aussi. Ce n'est pas une hypothèse. C'est une certitude. Non, effectivement une certitude, d'autant plus qu'on a parlé de commission de finalisation. Ça veut dire que l'objet de le soumettre encore à l'appréciation du CNT n'existe plus. Puisque le CNT ne peut plus modifier encore. Moi, si c'est finalisé, c'est que la procédure législative est terminée et que le CNT ne peut plus agir là-dessus. Je ne raisonne pas comme vous parce que j'attends qu'on me dise que le document ne passera pas au CNT. Le mot finalisation ne vous dit rien, maître. Vous avez peut-être des informations. Maître, le mot finalisation. Non, la démarche parle d'elle-même. Le mot finalisation ne vous dit rien. Commission de finalisation. Finalisation veut dire terminer un travail commencé par une première commission. C'était une finalisation au sens technique. Bon, ma question maintenant. Donc, pour intégrer les critiques et les suggestions. Mais après, le document va venir devant le gouvernement. Il va falloir passer en conseil des ministres. D'accord. Donc, si on vous suit dans le sens du mot finalisation, dès que la commission termine son travail et ça va au référendum. Et qui doit envoyer au référendum? C'est pas le gouvernement? Allez-y. Maître, il y a un chronogramme convenu avec l'instance communautaire. Et selon ce chronogramme, en mars déjà, nous devons aller vers un référendum. Vous connaissez les retards énormes pris par rapport à la mise en place de l'EJ qui n'existe qu'à Bamako et qui peine à trouver un siège. Les démembrements n'existent pas. La Constitution, jusqu'à présent, on ne voit pas son corps. Est-ce que vous pensez que, dans ce contexte-là, on pourrait respecter le chronogramme convenu avec la CEDEAO? Merci Takiou. Moi, je ne suis pas président. Je ne suis pas membre du gouvernement. Le chronogramme a été donné. Vous êtes un analyste. Non, j'arrive. Le chronogramme a été publié et tout le monde l'a entendu. Moi, je suppose que le gouvernement va se battre pour que ce chronogramme soit respecté. Comme un beau diable, quoi. Mais le jour où il s'avérera que on ne peut pas le respecter, mais le Mali ne va pas disparaître, on va le changer.
Maître, nous sommes Par la faute de qui? malheureusement... La faute de qui? Ouais, mais tu Quand vas on s'engage, non. Un Ah. pouvoir, quand on s'engage, Oui, on s'engage, on doit tout faire de l'entame oui, à respecter ce qui a été convenu. oui, normalement. Mais est-ce que cela ne préfigure pas d'autres difficultés? Parce que dès qu'on rate l'étape du référendum, c'est sûr que Moi, tout le reste sera je vais faussé. vous dire qu'aucun calendrier n'est inversé de la Bible ou du Coran. On le sait. Maître, maître. Voilà. Maître, nous sommes- Quand on Oui. respectera, ce sera très bien. Maître, Mais quand il s'avérera impossible de respecter le calendrier, il sera changé. Maître, nous sommes Et malheureux- personne n'ira à la CPI pour ça. Maître, nous sommes malheureusement au terme des débats Merci. pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération, même si Je les commence à couleurs, me même si méfier les du couleurs, juge Taki, ouais. oui, Non. même si les couleurs ont été déjà annoncées par votre ami Chara Taki, hein. Autrement, nous sommes dans le secret de la délibération. effectivement, vraiment, je pense que ce maître que nous avons accueilli aujourd'hui, maître Konaré, qu'on est carrément différent du maître Konaré qu'on avait accueilli il y a quelques semaines, comme il le dit ici. C'est votre ami quand Je même, ne sais hein. pas. Il Ouais, dit- mais c'est un ami est un ami, mais la vérité est beaucoup plus ami qu'autre chose chez moi. Allez-y. Ou bien, hein, voyez-vous, je m'attendais à l'avocat très attaché au principe universel de droit, au principe d'état de droit, au principe de liberté et de démocratie. Et j'ai l'impression d'avoir vu aujourd'hui un homme, un ancien confrère qui entretient plus de connivence avec les autorités et le régime en place, une connivence qui lui impose quelque part même de la résignation. C'est-à-dire nous avons aussi un avocat qui se résigne du fait que la force détermine tout et que quand il y a la force, surtout un régime d'exception, qui est d'ailleurs un régime qui se caractérise normalement par sa courte durée, par un court durée, mais qui est en train de se prolonger, il s'accommode de cette situation et il veut nous inviter à nous accommoder de cette situation. Il va dans la connivence jusqu'à confondre démocratie et état de droit. C'est vrai que nous ne sommes pas en démocratie, mais tous les instruments de droit, tous les instruments qui entretiennent, sur lesquels repose le droit sont là. Nous avons une constitution que les pouvoirs avaient la latitude vraiment de suspendre ou de dissoudre, qui n'ont pas fait. Donc nous ne pouvons juger qu'en fonction de ce qui existe dans ce texte fondamental-là. Mais Maître s'accommode. Pour lui, il ne faut pas... Vraiment, j'ai été par conséquent très déçu de la prestation de l'avocat que nous avons accueilli aujourd'hui. Et je vous propose, puisqu'il a déjà été l'objet d'un acquittement ici, d'atténuer un peu une peine qui aurait pu être la condamnation par le sursis. D'accord. Voilà. Et là, Chara Taki, vous êtes amené à vous prononcer sur le sort de votre ami Cheikh Konaré. Merci, Monsieur le Président. Je ne retrouve pas Maître Konaré. Il m'a désorienté. Je suis perdu. Ce n'est pas cet homme brillant que j'ai connu, brillant dans les analyses, brillant pour rappeler les articles de droit, qui aujourd'hui se complaisent dans le bricolage juridique. Maître, tu n'as pas ce droit-là, maître. Nous sommes tes amis et nous te conseillons à quitter le bricolage juridique. Le pouvoir, vous dites, c'est un pouvoir d'exception. Mais nous avons une constitution qui repose sur la séparation des pouvoirs. Vous connaissez Montesquieu, maître. Vous êtes un esprit brillant, maître. Ce n'est pas pour la circonstance que vous perdez raison, maître. Maître, je ne vous reconnais pas. Vous êtes dans un bricolage juridique. Parce que le régime d'exception que vous accompagnez, que vous conseillez, que vous soutenez, est dans cette logique que vous vous mettez comme ça les yeux fermés, bandés, derrière les autorités et essayez de désorienter même les téléspectateurs. Maître, non. Quand vous dites que c'est le pouvoir qui fait la loi, c'est le pouvoir qui en donne l'orientation, c'est le pouvoir qui en donne la pratique, maître, je suis perdu. Je suis perdu, je ne me retrouve pas. À quoi sert l'indépendance de la justice? À quoi sert la moralité du juge? À quoi
quoi sert-elle? Si un juge ne peut pas appliquer correctement la loi, il doit prêter attention à ce que veut le pouvoir. Maître, non, ce n'est pas ce maître Konaré, brillantissime que nous avons connu, depuis étudiant premier en dictée au Mali. Non, maître. Monsieur, il faut le condamner, monsieur le président, une lourde peine. Il faudrait qu'il revienne à ses anciens amours, qui est la vérité, qui est le droit, qui est la sérénité et la lucidité. Maître est loin de tout cela. Je vous demande, monsieur le président, de le condamner afin qu'il soit davantage lucide et qu'il prenne du recul par rapport au bricolage juridique en cours. Au bénéfice de ces on va vous retourner la parole. Au bénéfice de ces deux réquisitoires, il me plaît aussi de prendre un peu de recul pour pouvoir prononcer le verdict final. Donc, par conséquent, en tout cas, la décision est déférée, le verdict est mis en délibéré finalement. Maître, votre dernier mot. Je suis très heureux d'être là ce soir. Ne croyez pas que vos critiques et suggestions m'indisposent. Je suis quelqu'un qui est ouvert au débat. Mais elles ne sont pas faites pour ça d'ailleurs. Très bien. Le droit, j'y crois, mais les yeux ouverts. La réalité m'amène à vous souligner que le droit, quelqu'un l'a défini. L'a défini comme étant la codification des rapports de forces sociaux. Le droit n'est pas l'ange que vous imaginez. Le droit, c'est une codification des rapports de force. C'est ce qui fait que celui qui a le pouvoir va toujours tenter de transformer son pouvoir en loi pour l'imposer aux citoyens. C'est ainsi que fonctionnent tous les États. Et Maître Sana sur cette et particulièrement et Maître Sana les États d'exception. Et Maître Sana que je m'en accommode ou pas, peu importe, mais je veux que vous ouvriez les yeux sur ça et que vous quittiez les livres et les théories. C'est sur cette note que prend fin ce numéro de votre émission, Les Grands Jurys, qui recevait comme invité Maître Cheikh-Oumar Konaré. Il est avocat. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs et bonne et heureuse année 2023 à tous les fidèles de l'émission Le Grand Jury. Au revoir.